suis Jocelyn Bingoma, porte-parole de la coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale. Comme expérience syndicale, j'ai 15 ans d'années d'expérience. Je suis le secrétaire général adjoint de la COSIGA élu au dernier congrès. Je suis également président du syndicat national des agents de la CNSS, sinon CNSS, qui fait partie de la plateforme intersyndicale donc de coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis le porte-parole de cette coalition numéro 1 parce que nous sommes 3. Et j'ai été porte-parole des travailleurs du secteur privé et parapublic dans le cadre de la réforme du Code du travail. J'ai été rapporteur général dans le cadre de la réforme de la CNAM-GS. J'ai participé à plusieurs séminaires sur le plan national et international. Je suis expert en assistance en relations du travail. J'ai une très bonne maîtrise du Code de sécurité sociale également. Je crois que pour expliquer ce qui se passe à la CNSS, il faudra peut-être faire la genèse avant la nomination d'un administrateur provisoire pour comprendre de quoi il en retourne. Bien. L'administration provisoire est le fait d'une crise qui minait déjà la CNSS avec la direction générale sortante, entre les syndicats de la direction générale sortante, et c'est à l'issue donc de ce conflit qui a éclaté entre les partenaires sociaux et la direction générale sortante qui a fait que le chef de l'État prenne une résolution de dissoudre tout le directoire et de nommer une administration provisoire dans le souci de restructurer l'entreprise. Nous avons été donc conviés, puisque nous étions à l'origine du conflit qu'il y avait, en fait la rupture du dialogue social avec la direction générale sortante. Nous avons donc été conviés à des séances de travail avec le ministre de tutelle. Et de ces séances de travail, il nous avait été confié d'aider l'administrateur provisoire dans le cadre de la restructuration de l'entreprise par rapport chacun d'entre nous à son expérience. Ce que nous avions accepté et pensions que ça allait se produire. Malheureusement, fort a été de constater que nous n'avions été associés à aucune action que ce soit dans ce sens. On a commencé donc à se poser des questions. Et au contraire, au lieu de nous inviter à participer aux travaux, parce qu'il faut noter que nous avions fait plusieurs contributions que nous avons envoyées et au ministre et à l'administrateur provisoire, dans le sens de nos contributions pour justement participer à ce challenge, que nous avions d'ailleurs accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, nous avons commencé à déchanter quand on constate, après avoir interpellé l'administrateur provisoire plusieurs fois, on constate que l'administrateur provisoire a choisi un partenaire social pour en faire sa caution morale, pour essayer de faire passer des choses que les travailleurs n'acceptaient pas. Et quand nous avons constaté ce phénomène, nous avons interpellé l'administrateur provisoire par rapport à ça. Nous lui avons rappelé que nous étions en dépassement des mandats des délégués du personnel et qu'il fallait organiser l'élection des délégués du personnel afin de refixer la répartition des sièges et donc de la représentativité de chaque organisation syndicale au sein de l'entreprise. Ça n'a pas été fait, il n'a jamais donné réponse à notre interpellation. Ça a commencé à nous inquiéter. Ensuite, on a commencé à refaire, comme avec l'administration, comme avec le directoire sortant, c'est-à-dire remettre en cause la légalité de nos différents syndicats. Et nous avions perçu en cette manœuvre le remake du directoire qui avait été dissous par le chef de l'État. Bien. Et lors d'ailleurs des 100 jours de l'administrateur provisoire, vous vous souvenez qu'on avait posé la question à la coalition de savoir quelle était notre appréciation des 100 premiers jours du manager. Bon, nous n'avions pas d'élément d'appréciation. Je me souviens avoir dit ce jour-là que n'ayant aucun élément d'analyse, je ne pouvais pas me prononcer par rapport à la qualité du travail de l'API. Donc c'était pour moi imprudent de me prononcer puisque je n'avais aucun élément d'appréciation. Seulement j'avais rappelé à l'administrateur provisoire d'observer une prudence extrême dans ce sens que les mêmes causes produiraient les mêmes effets, notamment à cause de l'attitude qu'il semblait prendre, celle de s'appuyer sur une organisation syndicale qui n'avait plus de légitimité pour décider à la place des travailleurs. Donc voici un peu le contexte tel que
tel qu'il s'est présenté à nous. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a compris que l'administrateur provisoire avait pris la décision, la résolution étant pour moi, de s'appuyer sur un syndicat qui n'avait plus de légitimité, on avait compris qu'en réalité, il était dans un schéma qui, pour nous, n'était plus favorable aux travailleurs. Bien. Et c'est quand il a commencé à nous traquer, parce que c'est de ça qu'il est question, quand on a commencé à se rendre compte qu'il était en train de se débarrasser de nous, que nous avons donc sollicité le soutien des travailleurs, notamment leur demander le mandat pour agir en leur place. Et donc ils ont signé une pétition de près de 1300 agents ont signé une pétition pour nous donner mandat pour agir en leur nom. C'est ce qui s'est passé. Et ensuite, l'administrateur provisoire donc a envisagé de supprimer un ensemble d'avantages qui nous étaient acquis depuis de longues dates, depuis nos devanciers. Il avait conclu cet accord avec le syndicat qu'il avait choisi comme caution morale pour justement amender les débats qu'il devrait faire avec la majorité des travailleurs. Donc ça n'a pas plu à l'ensemble des travailleurs. Nous nous sommes donc montés au créneau et on a donc demandé le mandat des travailleurs pour prendre la parole en leur nom, ce qui a été fait. Et c'est parce que nous avons justement sollicité les travailleurs sur la base d'une pétition que l'employeur s'est vu obligé. Il n'avait vraiment aucune intention de nous faire participer au dialogue social. Et il avait donc, comme je disais, il n'avait donc aucune intention de nous faire participer au dialogue social. Et c'est parce que nous avons eu le mandat de 1300 et plus de 1300 travailleurs qu'il a été contraint de nous accepter à la table de négociation. Nous y sommes allés pour aboutir à la situation actuelle. Bien. De quoi il en ressort en fait? Les avantages qui nous avaient été suspendus au départ avec la complicité de l'organisation syndicale qui a servi de caution ont été modifiés quand l'administrateur provisoire nous a finalement reçus. Et donc, après nous avoir reçus, il a modifié la note qu'il avait adressée au syndicat complice, où plusieurs éléments étaient supprimés. Et là, il nous a renvoyé notre note où il supprimait uniquement le 13e mois et puis la prime de l'AECG. Ce qu'il faut noter dans cette affaire, c'est que c'est le caractère inéquitable de cette mesure. Cette mesure est inéquitable parce que certains ont été payés du 13e mois, notamment les agents d'exécution. Et il faut noter qu'également, le 13e mois, il est budgétisé chaque début d'année et il est liquidé chaque mois au prorata temporis des jours travaillés. Ce qui voudrait dire qu'au-delà des agents d'exécution, tous les agents qui sont partis entre janvier et décembre, pour quelque raison que ce soit, notamment à cause de la fin d'un contrat de durée déterminée, à cause d'un décès ou à cause d'un départ à la retraite, ils ont été payés le 13e mois au prorata temporis des jours travaillés. C'est-à-dire que ceux qui sont partis en juin ont eu 6 mois du 13e mois. Ceux qui sont partis en août ont eu 8 mois du 13e mois dans la liquidation de leurs droits. Et donc, ce qui voudrait dire que si on avait payé ce 13e mois-là chaque mois, nous, on aurait été payé jusqu'en novembre. Et c'est décembre qu'on nous devrait aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune raison pertinente qui peut faire croire qu'il n'y a aucun moyen pour régler cette question. Sinon, tout le reste n'aurait pas été payé. C'est cette question qui fâche un peu parce que si la mesure avait été collective, si c'est tout le monde qui avait été frappé par cette mesure, ça nous aurait posé quelques problèmes pour revendiquer, comme nous le faisons actuellement. Nous pensons qu'il y a une injustice, parce que simplement, comme je viens de vous l'expliquer, il y a une bonne partie des agents qui ont été payés du 13e mois. Pourquoi une autre partie ne serait-elle pas payée? Et c'est pas le chef de l'État pourrait-il être d'accord d'une telle inéquité, d'une telle injustice? Le chef de l'État est partisan de la justice sociale, l'égalité des chances pour tous. Nous pensons que le chef de l'État ne peut pas favoriser une telle injustice. Fort de ça, donc, nous avons remis en cause cette décision. À la suite de notre remise en cause de cette décision, nous avons déposé un préavis de grève. Et à l'issue de ce préavis de grève, avant l'échéance, nous avons été conviés à un débat de négociation avec l'employeur. De ce débat, de cette négociation, la première négociation avait accouché d'une souris, ce qui nous a amené à consulter, à interpeller le Premier ministre, Mme Moussouka de l'époque, pour une médiation, parce que c'est ça la procédure. Quand on n'a pas trouvé un compromis au premier niveau avec l'inspecteur du travail, on sollicite une médiation. Et là, nous avons sollicité le Premier ministre qui nous a confié son cabinet pour nous entendre afin de préparer une éventuelle rencontre. C'est à la suite de cette sollicitation du Premier ministre que le ministre de tutelle nous a rappelé sur la table de négociation pour finalement nous proposer de nous entendre avec la paix en proposant des scénarios.
Et nous avons donc proposé des scénarios à l'administration provisoire qui a proposé des contre-propositions et nous sommes tombés d'accord, toutes les parties, sur un scénario. Et ce scénario proposait que les agents d'exécution ayant déjà été payés 100%, ce scénario proposait que les agents de maîtrise soient payés 100% du 13e mois, les cadres de l'entreprise, donc les cadres sans fonction de responsabilité, seraient payés 70% et 30% quand la situation de l'entreprise s'améliorerait, et les hauts cadres, notamment les directeurs et autres, 50%, et les autres 50% quand la situation de l'entreprise s'améliorerait. Alors, contre toute attente, le ministre va nous proposer, après avoir pris connaissance de l'entente que nous avions eue avec l'administration provisoire, le ministre va prendre ces éléments pour nous proposer en retour, après avoir consulté la commission de suivi et de contrôle et de suivi, il va nous proposer un forfait. Contre l'avis des travailleurs, nous allons quand même accepter ce forfait. Et nous acceptons ce forfait sur la base de l'adage qui dit qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et c'est ainsi que le message est passé avec les travailleurs. Ils l'ont accepté malgré tout. Alors, il était question que ce forfait soit réglé avant les fêtes. Malheureusement, avant les fêtes, ce forfait n'a pas été réglé. Et donc, nous avons levé la suspension du mouvement de grève. Et à ce jour, nous sommes à quasiment un mois, une semaine de grève. Et la situation n'a pas évolué. Donc, cette situation nous a amené à nous adresser au tribunal du travail. Donc, nous avons introduit là-bas un référé d'heure à heure. Et ce référé d'heure à heure a donné comme conclusion le 8 février que le juge de référé donc, nous envoie devant le juge du fond au regard du sérieux de notre requête. C'est ce qui est dit dans le rendu du tribunal. Le juge, le président du tribunal, donc le juge de référé, a estimé qu'au regard du sérieux de notre contestation, il était important, au regard des éléments à apporter, que le juge du fond examine la question afin de rendre un jugement définitif. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je voulais juste rappeler quelque chose. La décision de suspendre ou de supprimer ou de modifier une disposition contractuelle, nous pensons que ce soit l'administration provisoire, que ce soit le comité de contrôle de suivi, ce n'est pas une décision qui est de leur compétence, parce que le comité de suivi et de contrôle dans ses missions accompagne le gouvernement. À la limite, on aurait eu une décision du gouvernement qui venait suspendre nos avantages. À partir de cet instant, ça aurait été une décision gouvernementale, notre réaction aurait été différente. Or, le comité de suivi et de contrôle, d'après la paix, prend une note qui modifie les dispositions de notre contrat. Nous pensons que c'est pour ça qu'on nous dit que ce n'est pas légal, tout ça là. Donc, nous avons remis en cause. Et donc, voilà, nous sommes en grève depuis quasiment un mois et une semaine ce vendredi. Nous pensons qu'il est grand temps que les choses bougent. Pour sortir de cette crise, les solutions sont nombreuses. Nous pensons que, en tant que syndicalistes chevronnés, nous avons énormément de solutions. Mais l'impression que nous avons, c'est que l'administration provisoire n'a pas envie de régler la question et nous faire porter le chapeau de pourrissement de la grève. Parce que je pense, à mon humble avis, qu'après avoir rompu le silence, parce que quand on sort de chez le ministre avec un accord de conciliation qui n'est pas respecté sans qu'il y ait aucune explication, nous pensons que l'administration provisoire n'a pas envie de régler cette question. Bien. En ce qui nous concerne, les solutions, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs solutions, considérant que le principe est acquis, puisque si on arrive aux négociations, c'est que l'administrateur provisoire a reconnu que c'est un droit qui était acquis. Le tribunal du travail l'a confirmé, le tribunal du travail l'a reconnu par le sérieux de notre contestation. Donc, nous avons des solutions à proposer, mais pour que les solutions soient proposées, il faut que le débat soit ouvert. Mais c'est à l'administrateur provisoire de nous appeler au dialogue, puisque c'est lui qui l'a rompu. Nous sommes ouverts au dialogue et nous avons des solutions à proposer. La preuve, c'est que quand nous sommes sortis du tribunal, avec la décision du tribunal d'interpeller le juge du fond, cette petite ouverture nous a permis, nous aussi à notre tour, de montrer notre bonne foi,
notre volonté de vouloir régler cette question. Nous avons donc ouvert l'ensemble des services, non, l'ensemble des activités, autant pour moi, de la CNSS au service minimum. Bien. Rien ne justifie depuis le début du paiement des nouveaux droits qu'on paye les retraités dans des conditions exécrables au niveau de CNSS IMO, dans une villa, en fait, à usage de bureau, dont les conditions de commodité ne sont pas prévues pour payer des gens là-bas. Vous voyez dans quelles conditions les gens sont traités. Alors le siège qui est symbole de la CNSS est vide, toutes les caisses sont vides, alors que nous avions dit depuis le départ que pour respecter les instructions du chef de l'État s'agissant des nouveaux droits, nous avions ouvert le service minimum pour le paiement des nouveaux droits en respectant également nos droits de grève. Voilà. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que l'administration provisoire s'entête à continuer à payer les vieux dans cette situation qui est vraiment regrettable pour des gens de cet âge-là. Voilà. Et donc les solutions, comme je disais, il y a des solutions, mais est-ce que l'administration provisoire a envie que la grève s'arrête? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que nous sommes disposés à mettre un terme à ce mouvement de grève, mais les solutions, il faut qu'on en discute. Donc on en a plusieurs qu'on peut proposer. Voilà, donc nous attendons que l'administrateur provisoire nous dise est-ce qu'il veut réellement régler cette question. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous avons envie d'en sortir. Nous avons des solutions à proposer, donc ce n'est pas nous qui faisons pourrir la grève. Nous avons posé une revendication toute somme qui est légitime, fondée, c'est avéré. Maintenant, est-ce que la partie d'en face a vraiment, véritablement envie de régler cette question? C'est la question qu'il faut leur poser peut-être. Parce que, qu'ils vous montrent quelles sont les invitations qu'ils nous ont faites pour débattre de cette question-là. Aucune. Depuis qu'ils ont rompu le dialogue, et on est face à un mur. Et devant une telle situation, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Voilà un peu ce que je voulais dire. Nous sommes disposés à travailler même demain. Si on est appelé à une table de discussion pour trouver un compromis par rapport à cette question. La preuve, c'est que nous avions accepté au départ un forfait. Et là, l'attitude de l'administration provisoire fait que les travailleurs n'ont plus confiance en fait à lui. Donc en fait, nous pensons qu'il faut nous adresser à un autre interlocuteur. Et à ce sujet, nous avons interpellé la personne du Premier ministre en qualité de médiateur. Nous espérons simplement qu'au sortir du tribunal, que les plus hautes autorités de ce pays prendront en main cette question sociale qui n'a que trop duré et qui dérange finalement les gens pour qui nous sommes payés pour servir. Mais l'impact d'une telle initiative est dramatique dans la mesure où les paiements ne sont pas l'activité principale de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'activité de la Caisse nationale de sécurité sociale est diversifiée. On a le métier, il y a le recouvrement, il y a les prestations techniques. Bien. Mais le paiement n'est qu'un maillon de la chaîne du processus de traitement. Ça voudrait dire qu'avant de payer les pensions, il y a une préparation qui est faite, notamment le nettoyage de tous les fichiers pour en extraire ceux qui ne méritent pas d'être retraités ou ceux qui ne sont pas éligibles. Notamment, vous avez la possibilité des doublons, la possibilité des fichiers des retraités fictifs, les retraités décédés, etc. etc. Donc, toute cette pollution est nettoyée a priori. Et ensuite, quand on valide les paiements, après on valide les paiements. Quand on a validé les paiements, pendant qu'on est en train de payer, d'autres décèdent, d'autres peuvent décéder, mais en fait, des raisons, des circonstances de la vie peuvent modifier encore ces fichiers. Et donc, après les paiements, il y a une autre équipe de la CNSS dédiée qui va recontrôler les fichiers en retour de banque pour justement identifier ceux qui n'ont pas été payés pour des raisons quelconques, parce qu'on est dans un système de solidarité, nous on est dans un système par répartition intergénérationnelle basé sur la solidarité, ce qui voudrait dire que les plus forts supportent les plus fragiles. Donc, quand des assurés sociaux, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent plus bénéficier de leurs contributions, parce que ce sont les actifs qui financent la retraite de ceux qui sont inactifs, ces contributions permettent en fait de servir au système de solidarité. Bon voilà, le drame qui va se produire, c'est que toutes les réclamations qui sont dues au dysfonctionnement généré par cette décision que nous jugeons inique, parce que la conséquence derrière, c'est que pour attraper tout ça, c'est 15 années de travail que nous avons
ramener en arrière. Donc on a passé 15 ans à automatiser toutes ces tâches, donc à corriger tous les dysfonctionnements et toute la mécanique manuelle qui gérait les traitements, qui occasionnait énormément de fraude parce que aller payer les gens dans les villages, bon, ça c'était de l'argent qui se baladait et ça crée énormément de fraude. Actuellement, ce qui se fait, c'est que des gens qui sont non autorisés, qui ne sont pas des agents de l'agence comptable, qui sont non autorisés à manipuler les deniers publics, se retrouvent en train de faire le travail des caissiers. C'est-à-dire que c'est eux qui alimentent les caisses, ils vont prendre l'argent à la caisse, ils vont décaisser à la caisse principale pour alimenter les caisses. Nous avons même des chauffeurs qui sont utilisés pour aller faire la monnaie, pour aller faire la petite monnaie dans les stations avec des sommes d'argent importantes. Vous voyez, on est dans un total chaos qui est indescriptible, dont la conséquence sera dramatique pour celui qui va hériter de ce bébé, qui va hériter de cette patate chaude. C'est une patate pourrie. Voilà un peu, ça c'est les conséquences non exhaustives qui sont générées par la situation actuelle. Donc on aura à recorriger ce que nous avons mis 15 ans à mettre en place. On est d'ailleurs même certifié ISO. On a été certifié ISO, ça dit qu'on a normalisé notre fonctionnement. Et c'est là, je me demande, quel est le rôle de la direction qualité, parce que la direction qualité actuelle, dans un contexte pareil, devrait interpeller l'administration provisoire pour lui rappeler les principes de la qualité. Et c'est elle qui est garante de toutes les normes au niveau de l'entreprise. Donc voici un peu de façon brève ce à quoi on doit s'attendre après le départ de l'administration provisoire. Il y aura une véritable catastrophe et c'est une réalité. Et le coût en matière financière est très élevé et on ne comprend pas très bien pourquoi on peut mettre autant d'efforts, autant d'énergie, autant d'argent pour fonctionner dans de telles conditions alors que tout ce qu'on met comme effort dedans on aurait réglé le problème du 13e mois et chacun sera en train de travailler tranquillement. Et la question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière une telle attitude? Ce n'est pas pour aider la CNSS, encore moins les retraités ou les futurs retraités. Et en dernier ressort, je voudrais interpeller les travailleurs du secteur privé. Parce que les travailleurs du secteur privé, de la même manière que nous nous sommes organisés pour défendre le code du travail, le code de sécurité sociale, a le même périmètre d'action. Nous sommes salariés actuellement, mais futurs retraités. Donc c'est parce qu'on n'a pas préparé notre départ à la retraite que nous allons nous retrouver dans la situation de ceux qui sont actuellement en train d'être maltraités. Donc le silence de ces gens-là, de nos camarades là qui sont dans le secteur privé, peut-être parce qu'ils ont des amis qui travaillent à la CNSS, comme on aime les raccourcis dans le pays, on n'aime pas. C'est du service public que nous faisons, il est gratuit. Donc comme les gens aiment tellement les interventions, bon, ils estiment que bon, ils ont des amis qui sont là-bas, on va les aider pour prendre des raccourcis. Mais je dis non. Ils ont intérêt à s'inquiéter parce que si la CNSS est inquiétée, c'est tous les salariés qui contribuent dans la CNSS qui sont inquiétés. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération des entreprises du Gabon a pris sa part de responsabilité pour dire sa volonté de vouloir faire diriger les caisses par le secteur privé. Et ça fonctionne comme ça dans toutes les caisses du monde. Le secteur privé a en charge la gestion paritaire des caisses. L'État est garant social et financier et régulateur. Voilà le rôle de l'État dans la gestion d'une caisse. Évidemment, si l'État est également employeur, elle participe aussi au conseil d'administration au même titre que les deux autres entités. Voilà comment ça doit fonctionner. Maintenant, si les travailleurs ne sont pas prêts, parce que la FEG semble être prête, mais ce sont les travailleurs qui semblent être dans les nuages, parce qu'on aurait vu également les travailleurs se mouvoir pour s'apprêter à la co-gestion de la caisse avec la FEG. Pour le moment de fin, je voudrais adresser mes félicitations aux agents de la CNSS qui participent pour la première fois à une grève. Mais quelle grève? Une grève d'envergure. Pour ceux qui sont à la CNSS depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, jamais nous n'avons assisté à une telle dynamique. Un mouvement de grève qui est synchronisé sur l'ensemble du territoire et très suivi. Je vais m'expliquer, nous avons lancé une grève d'avertissement, une mobilisation d'avertissement sur 2 heures. Alors là, on a été surpris que ça a été suivi sur l'ensemble du territoire. 2 heures après, nous sommes repartis dans les bureaux. Ça voudrait simplement dire que ces gens-là sont disciplinés et ils ont compris le sens de la solidarité. Et donc, moment de fin va à l'endroit de ces gens-là, surtout les femmes de la CNSS, qui ne cessent chaque jour de nous démontrer leur dynamisme et leur volonté de vouloir faire respecter leurs droits durement acquis, parfois au prix même
au prix même du sang pour certains droits. C'est ce message que je lance à l'endroit des agents de la CNSS et à l'endroit des retraités. Je voudrais simplement leur dire que nous sommes solidaires de leur misère, en fait, de leur maltraitance. Malheureusement, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Je pense que beaucoup ont compris les conditions dans lesquelles ils sont traités, alors que nous avons averti que nous faisions un service minimum dans ce sens-là. Donc les intérêts des uns et des autres ne sont apparemment pas les mêmes. Maintenant, donc à l'endroit des retraités, je leur dirais simplement que nous sommes embarqués dans le même bateau, on est dans un système par répartition intergénérationnelle, c'est parce que nous nous cotisons qu'eux ils perçoivent leur pension. Donc on est ensemble et on a intérêt de se mettre ensemble pour nous faire respecter tous, parce que nous également nous sommes des futurs retraités. Aux employeurs, je voudrais leur rappeler qu'avant d'être employeurs, ils sont d'abord les premiers salariés d'entreprise. Donc ce que nous défendons comme droit, ils sont également bénéficiaires. Et l'outil de partage et l'outil de travail, nous l'avons en partage. Donc on a tous intérêt à protéger l'outil de travail qui garantit à chacun d'entre nous, les travailleurs et les employeurs, leurs intérêts particuliers. Et donc il n'y a pas d'entreprise sans employés réciproquement. À l'endroit des travailleurs du secteur privé, je leur dirais simplement que je leur renverrai à l'adage, on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Et nous sommes tous assis sur la branche CNSS, parce que nous également, nous sommes des salariés cotisants. Nous payons nos cotisations au même titre que tous les autres travailleurs de tout le secteur privé et parapublic. Donc, en conséquence, nous sommes embarqués dans la même galère. Et nous sommes en train de revendiquer le 13e mois dans les conditions que j'ai expliquées déjà. Mais eux, l'assurance de leurs prestations techniques est menacée par le fait de l'initiative hasardeuse qui a été prise pour régler finalement les prestations dans le contexte que l'on connaît actuellement. Je m'arrête donc sur ce en espérant que nous allons trouver une issue favorable pour les pilotes de cette aventure riche en couleurs, en enseignements, parce que beaucoup d'agents aujourd'hui ont appris la procédure sur le plan du droit du travail et ils sont satisfaits d'avoir compris un peu quel était l'intérêt de comprendre, de maîtriser ses droits et ses obligations. Je vous remercie.